Le froid glacial de Stalingrad, où le métal se brise sous le gel et où les hommes périssent dans les pièges ardents de leurs propres chars. Le lieutenant Kovalev perd un ami dans une terrible explosion et comprend une chose. Le règlement est une condamnation à mort. Il imagine alors une ruse. Le char ne freine pas. Il part en dérapage, semant la panique chez les Allemands. Un fait terrible, les équipages brûlaient en quelques secondes, ignorant ce secret. Quel calcul scandaleux a permis de renverser les lois de la physique au combat. Vous découvrirez dans cette vidéo les détails intrigants de ces nuits de réparation et d'horreur sur la glace. Mais la révélation la plus cruelle vous attend à la fin. Comment cette idée a sauvé non seulement sa vie, mais aussi des armées entières, changeant le cours de la guerre. Regardez jusqu'au bout. Janvier 1943. Zone de l'usine Octobre Rouge. Ce n'est pas une ville, c'est un amas de béton, d'armatures et de briques gelées que les cartographes, par habitude, appellent encore des rues. La température est descendue à moins 25 degrés Celsius. Le métal teinte sous l'effet du froid. La graisse des transmissions s'épaissit, se transformant en un mazout visqueux. Le lieutenant Sokolov n'est pas mort par lâcheté. Il est mort parce qu'il était un élève modèle. J'observe son char à travers une fente dans le mur de briques d'un atelier détruit. Le T-34 de Sokolov, chenille cliquetante, émerge de l'angle d'un bâtiment administratif à demi effondré. Le moteur rugit à bas régime, crachant des volutes de fumée gris-bleu qui se figent instantanément dans l'air glacial. Le char avance strictement selon le manuel de service des troupes blindées. Le conducteur mécanicien aligne la caisse pour un tir direct. Le commandant donne l'ordre. « Courte !» L'engin a un soubresaut. Les embrayages s'ouvrent, les chenilles se bloquent. 28 tonnes d'inertie entraînent la caisse vers l'avant sur la glace vive. La suspension Christie, célèbre pour sa souplesse, joue ici un vilain tour. Le nez du char pique du nez, puis rebondit vers le haut. C'est l'inévitable tangage lors d'un freinage brusque. À l'intérieur de la tourelle, le tireur presse son front contre l'appui-tête du viseur, essayant de capturer la cible dans un réticule qui danse comme un fou. Il doit attendre. Attendre l'arrêt complet des oscillations de la caisse. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Ces 3 secondes sont une condamnation. Le tireur allemand, dans la tourelle de son Panzer IV version F2, n'attend pas. Il est en embuscade, 300 mètres plus bas dans la rue, abrité derrière un tas de poutres tordues. Son char est immobile. Son canon est déjà pointé sur la zone d'apparition supposée du char soviétique. Il n'a pas à lutter contre l'inertie. Il n'a pas besoin d'attendre que l'hydraulique du recul se stabilise. Il appuie simplement sur la pédale de tir. L'éclair de la bouche du canon se fond avec le bruit de l'impact. L'obus de calibre 75 mm franchit la distance en une fraction de seconde. Il perfore le flanc du T-34 de Sokolov juste sous la base de la tourelle, à l'endroit le plus vulnérable, là où se trouvent les réservoirs de carburant. Il n'y a eu ni ricochet, ni étincelle. Juste un bruit sourd et humide, comme un couteau pénétrant dans la chair. L'instant d'après, les écoutilles s'ouvrent violemment sous la pression d'une tempête de feu venue de l'intérieur. La détonation des munitions arrache la tourelle de plusieurs tonnes et la projette sur le pavé comme une boîte de conserve vide. L'équipage n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il était mort. Le trafic radio, saturé d'ordre 1 seconde plus tôt, se coupe dans un grésillement statique. Je baisse mes jumelles. Les verres sont embués par mon souffle. À côté de moi, le conducteur de mon équipage, le sergent Pilipenko, s'essuie les mains avec un chiffon. Ses mains sont noires d'huile et rouges de froid. La peau de ses articulations a éclaté. La crasse s'est incrustée dans les fissures.
Il regarde la carcasse brûlante du char de Sokolov sans peur, mais avec une mélancolie sombre, animale. Nous connaissons tous deux la mécanique de ce qui vient de se passer. Ce n'est pas une guerre de héros. C'est un problème mathématique où l'on nous a éliminés de l'équation. Le troisième cette semaine, la voix de Pilipenko sonne sourde, comme venue d'outre-tombe. Camarade lieutenant, ils ont réglé leur tir sur le carrefour. Ils ont des repères, des secteurs de tir. Nous sortons comme des cibles dans un stand de tir. Tu t'arrêtes, tu brûles. Il a raison. La tactique allemande en combat urbain est impeccable. Ils ont transformé les ruines de Stalingrad en un système de pièges mortels. Ils connaissent nos instructions. Ils savent qu'un char soviétique ne peut pas effectuer de tirs précis en mouvement. Nous n'avons pas de stabilisateur de canon. Pour tirer, nous devons nous arrêter. Pour s'arrêter sur la glace, il faut du temps. Et c'est précisément dans cet intervalle, quand le mécanicien lutte avec les leviers et le tireur avec son oreille interne, que l'Allemand plante un obus dans notre flanc. Au quartier général du bataillon, situé dans le sous-sol d'un atelier intact, ça sent l'humidité, la moisissure et le tabac bon marché. Le commandant de bataillon, Beliaïev, fait les 100 pas. Son visage est gris de manque de sommeil, ses yeux sont enflammés. Sur la table, une carte est déployée, constellée de marques au crayon rouge et bleu. La ligne de front traverse directement les ateliers de l'usine. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté, Kovaliev » Beliaïev ne crie pas, mais dans sa voix résonne un acier prêt à rompre. L'ordre était de prendre la rue centrale. Sokolov y est allé. Sokolov a brûlé. Et ton peloton reste à l'abri. De la lâcheté ? De la physique, camarade major, réponds-je. Ma voix est sèche, dénuée d'émotion. Il n'y a pas de place ici pour les excuses. Sokolov a agi selon le règlement. Arrêt pour le tir. Temps d'amortissement des oscillations de la caisse, 4 secondes. Temps de réaction du tireur allemand en embuscade, 1 seconde et demie. Nous perdons 2 secondes et demie. C'est une éternité. À cette distance, le blindage ne sauve pas. Le canon long du char allemand nous transperce de part en part. Beliaïev s'arrête brusquement. Il frappe du poing sur la table, la lampe à pétrole sursaute. Les ombres s'agitent sur les murs de briques humides. « Je me fous de tes secondes !» rugit-il. « Je me fous de la physique. Nous avons un ordre du quartier général de l'armée. Chasser l'ennemi du carré 12-40. Si nous ne prenons pas cette rue, les Allemands amèneront des canons d'assaut et couperont notre défense vers la Volga. Demain à l'aube, tu mèneras les restes de la compagnie à l'attaque, selon le règlement. Avec l'infanterie sur le blindage. Et si tu t'arrêtes, ou si tu fais demi-tour, je te fusillerai personnellement devant les troupes pour non-exécution d'une mission de combat. Je regarde la carte. Carré 12-40. Une étroite goulotte de pierre recouverte d'une couche de glace. À gauche et à droite, les murs aveugles des bâtiments d'usine. Devant, une batterie de canons anti-chars camouflés et des chars ennemis enterrés. Y aller selon les règles, c'est se mettre volontairement la corde au cou. « Permission de rompre, camarade major ?» demandai-je. Beliaïev respire lourdement. Il comprend qu'il nous envoie à l'abattoir. C'est un officier expérimenté. Il a fait tout le chemin depuis la frontière jusqu'à la Volga. Mais au-dessus de lui pèse un ordre, et au-dessus de l'ordre pèse le tribunal militaire. Il n'a pas le choix. Et moi ? Vas-y, Kovalev. Prépare les machines. Vérifie les batteries, pour qu'elles démarrent comme des horloges demain matin. Je sors du sous-sol étouffant dans l'air glacial. Le vent charrie une poussière de neige piquante qui fouette le visage comme du papier de verre fin. Le fracas de l'artillerie ne cesse pas une minute. Mais l'oreille a appris depuis longtemps à filtrer ce bruit, le percevant comme un fond sonore. Seul le changement de rythme importe. Pour l'instant, le rythme est régulier, méthodique. Les Allemands pilonnent le point de passage.
Je me dirige vers les abris où sont cachés nos chars. 3 chars T-34 restants, 3 équipages, 12 hommes qui doivent mourir demain pour une simple coche dans un rapport. Je m'approche de ma machine. Le blindage est couvert de givre. Si on y pose la main nue, la peau restera collée au métal. Je passe ma main gantée sur le flanc froid de la tourelle. Ce ne sont pas juste des morceaux d'acier soudés ensemble. C'est un mécanisme complexe, doté de son propre caractère, de ses maladies et de ses possibilités cachées. L'école soviétique de construction de chars a créé ces machines grossières mais endurantes. De grandes tolérances dans les pièces leur permettent de fonctionner dans la boue, la poussière, avec de l'huile de mauvaise qualité. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin d'endurance. Nous avons besoin d'une vitesse de réaction pour laquelle cette construction ne semble pas avoir été conçue. Je me remémore la mort de Sokolov, image par image. L'arrêt, le piqué du nez, l'impact. Le problème n'est pas le blindage. Le problème est l'immobilité. Tant que nous bougeons, nous sommes difficiles à toucher. La vitesse angulaire de déplacement de la cible est trop élevée pour le tireur allemand à une distance de 200 mètres. Mais nous ne pouvons pas tirer en roulant. Ou pensons-nous ne pas le pouvoir? Le règlement est écrit pour la terre ferme, pour les polygones d'entraînement, pour des conditions normales. Ici, il n'y a pas de conditions normales. Ici, c'est la glace. Ici, c'est la ville. Ici, la mort attend quiconque joue selon les règles. Je grimpe dans la tourelle. À l'intérieur, ça sent le gasoil, la poudre brûlée et les corps mal lavés. Mon carnet est posé à la place du tireur. Je sors un bout de crayon. Je dois calculer. Si nous ne freinons pas avec les leviers, si nous utilisons l'inertie de 28 tonnes, non comme une ennemie, mais comme une alliée. Un schéma commence à se former dans ma tête. Vecteur de force, coefficient de frottement de la chenille sur la glace, force centrifuge en virage. Si on entre dans le virage en 4e vitesse, non, la chenille sautera. Et si c'est en 3e? Et si on bloque un côté non pas progressivement, mais d'un coup sec? Le char partira en glissade. Il se mettra en travers. Un dérapage. À ce moment-là, la caisse avance. Mais la tourelle peut garder le cap sur la cible. C'est de la folie. Le manuel d'utilisation interdit catégoriquement de telles manœuvres sur sol dur. C'est la garantie d'un déchenillage et de la destruction de la transmission finale. Mais ici, ce n'est pas un sol dur. Ici, c'est de la glace. De la glace arrosée d'huile et de sang. Je ferme les yeux, imaginant cette danse de l'acier. Un dérapage contrôlé. Glisser au lieu de freiner. Tirer au moment où l'inertie est amortie par le frottement, mais où le char ne s'est pas encore arrêté définitivement. Une seconde où l'ennemi perd sa visée parce que nous ne bougeons pas en ligne droite, mais en arc de cercle. J'ouvre le carnet. La mine gratte le papier. Vecteur de vitesse, angle de dérive. Ce n'est plus de la tactique d'infanterie, c'est de la mécanique pure. Et cette nuit, dans cet atelier gelé, je dois transformer cette théorie démente en notre seule chance de survie. La lumière de la lampe à pétrole arrache à l'obscurité les soudures grossières sur la tourelle de mon char. Nous sommes dans un atelier d'assemblage à demi détruit, où le toit ne subsiste que par fragments, rappelant les côtes d'un squelette rongé. La neige tombe directement sur le compartiment de transmission, grésillant sur le métal encore chaud du blindage. Je ne dors pas. Le sommeil dans de telles conditions est un luxe inadmissible, risquant d'entraîner une perte de concentration. Au lieu de dormir, j'analyse la mécanique de notre mort imminente. Devant moi, sur un chiffon huileux, mon carnet est ouvert. La mine du crayon
s'effrite sous la pression. Je ne dessine pas de tactique, je dessine des vecteurs de force. Le char T-34, modèle 42, est une machine géniale pour la terre noire et la neige vierge. Ces larges chenilles créent une faible pression spécifique au sol. Nous passons là où les tigres et les panthères allemands s'enlisent. Mais ici, sur la glace polie des allées de l'usine, notre avantage se transforme en condamnation. Sur la glace, le T-34 devient une vache maladroite, lourde et inerte de 28 tonnes. L'adhérence des patins d'acier sur la croûte de glace tend vers zéro. Tout mouvement brusque du levier d'embrayage latéral entraîne une rotation incontrôlée. La machine part simplement à la dérive. C'est pourquoi le manuel de conduite des véhicules de combat interdit catégoriquement les manœuvres brusques sur surface glissante. Point 44, section conduite en conditions hivernales. Clair et net, effectuer les mouvements en douceur, éviter les à-coups, effectuer les virages sur les rapports inférieurs avec un grand rayon. Je barre ce point dans ma tête d'une grosse croix. Suivre cette règle nous tuera tous demain. Je regarde le plan du train de roulement. 5 galets de grand diamètre, roues motrices à l'arrière, roues folles à l'avant. Le schéma Christie, simple et fiable. Mais il a un point faible. Si l'on bloque brusquement une chenille à grande vitesse, toute l'inertie colossale de la caisse tentera d'arracher les patins des guides. Sur sol sec, c'est le déchenillage assuré. La chenille saute, les galets heurtent le sol, le char se transforme en cible immobile. Et l'équipage se transforme en cadavre. Mais si la glace n'était pas le problème, mais la solution, je trace la ligne du vecteur d'inertie. Si le coefficient de frottement est bas, alors, lors du blocage de la chenille, celle-ci ne mordra pas le sol. Elle glissera. Le char ne se renversera pas et ne perdra pas sa course. Il partira en glissade latérale. L'idée semble folle. Elle contredit tout ce qu'on m'a appris à l'école militaire. Entrer dans le virage non pas en deuxième, à pas de loup, mais en quatrième. Plein gaz. Lancer la machine à 40 km/h dans un étroit sac de pierre. Juste avant le virage, ne pas relâcher les gaz, mais débrayer à gauche et frapper le frein gauche. La chenille droite continue de tracter, poussant la machine vers l'avant. La gauche se bloque net, agissant comme une ancre, mais sans accrocher, en glissant sur la glace. La caisse du char doit pivoter de 90 degrés presque instantanément. La force centrifuge nous jettera de côté dans la ruelle. À ce moment-là, nous avancerons flanc en avant, mais la tourelle. Si le tireur oriente à l'avance la tourelle à l'opposé de la rotation de la caisse, alors au moment du dérapage, le canon pointera strictement vers l'ennemi. C'est une équation à 3 inconnus. Les axes des patins tiendront-ils? Le tireur sera-t-il assez rapide? Et surtout, ne finirons-nous pas écrasés contre le mur de l'atelier voisin? Camarade lieutenant, qu'est-ce que vous avez inventé? La voix du mécanicien conducteur, l'adjudant Gorelov, est rauque. Il est en bas, près de la trappe de transmission ouverte, essuyant ses mains noires de graisse graffitée. Gorelov est un vieux tractoriste. Il sent le moteur V2 comme son propre organisme. Il voit mes gribouillages dans le carnet et son visage s'allonge. Je descends du blindage, saute sur le sol en béton jonché de douilles et de briques cassées. Je lui montre le schéma. Demain, nous ne nous arrêterons pas pour tirer, Gorelov. Nous tirerons en dérapage. Il me regarde comme un fou. Son regard va du dessin à mes yeux, cherchant des signes de commotion cérébrale. En dérapage? Sur la glace? Il crache par terre. La salive gèle presque instantanément. Camarade lieutenant, c'est la cour martiale. Vous comprenez ce qui va arriver à la transmission finale? Les engrenages seront réduits en miettes. Et si on déchenille? Au combat, décheniller, c'est la mort. On n'aura même pas le temps d'ouvrir les écoutilles et nous brûlerons vifs.
Les Allemands ne sont pas idiots. Ils achèveront une cible immobile. Le règlement est écrit avec du sang. Il n'a pas été inventé par des imbéciles. On ne peut pas faire de telles acrobaties en T-34. Nos patins ont des crêtes basses. Ils sortiront de la roue folle. Gorelov a raison. Du point de vue d'un mécanicien, je propose de violer la machine. Je propose de forcer 500 chevaux à travailler à la rupture du métal. Le règlement est écrit pour préserver la machine jusqu'au combat, réponds-je durement. Ma voix résonne sur les murs vides de l'atelier. Et ma tâche est de préserver l'équipage pendant le combat. Tu as vu Sokolov? Il a tout fait selon les instructions. Où est-il maintenant? Il finit de brûler au carrefour avec son radio et son chef de tourelle. Les Allemands ont tout repéré là-bas, chaque mètre. Ils savent où nous appuierons sur le frein. Ils attendent ce moment. Dès que tu relâcheras les gaz pour t'arrêter et viser, tu es mort. Je m'approche tout près de lui. Gorelov sent l'alcool et la peur, mais surtout la fatigue. Nous n'avons pas le choix, adjudant. Soit nous risquons la ferraille, soit nous donnons nos vies à coup sûr. J'ai besoin d'un dérapage contrôlé. Entrée en 4e vitesse. Blocage brusque. L'inertie doit nous traîner hors de leur ligne de mire. Pendant que l'Allemand tournera ses manivelles pour essayer d'attraper une cible glissante, nous aurons déjà tiré. Gorelov se tait. Il regarde ses mains, ses jointures écorchées. Puis, il déplace son regard vers les chenilles du char. Des patins d'acier massif polis par la neige et la boue. Chaque patin pèse plus de 10 kilos. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est la colonne vertébrale du char. Je lui demande de briser cette colonne vertébrale pour survivre. En 4e, marmonne-t-il. Il faudra tenir quel régime? 1800 tours? Le moteur va hurler, ils nous entendront à 1 kilomètre. Qu'ils entendent. Qui se prépare à accueillir un char qui sort de l'angle et freine. Et nous, on surgira de côté comme un palais sur la glace. Gorelov hoche la tête, mais je vois dans ses yeux une étincelle d'excitation professionnelle. C'est un défi à sa maîtrise. Faire ce qui est considéré comme impossible. Maintenir 28 tonnes d'acier au bord de la catastrophe. Si la chenille saute, je vous étranglerai personnellement, camarade lieutenant, si je ne brûle pas avant, dit-il d'un ton sombre. Mais il faut vérifier les axes des patins et relâcher la tension, juste un peu, pour qu'il y ait du jeu. Si on tend comme le veut le règlement, comme une corde, ça cassera net au choc latéral. Mais si on donne un peu de mou, ça peut passer. Il est déjà au travail. Il a déjà accepté cette logique démente. Le calcul technique a vaincu la peur du règlement. Relâche, j'opine, et vérifie les embrayages. Ils doivent mordre à mort. S'ils patinent, on s'écrase dans le mur. Nous passons le reste de la nuit dans l'enfer glacial des réparations. Le bruit des coups de masse sur les axes des patins est étouffé par la canonnade de l'artillerie. Nous ne préparons pas la machine au combat, mais à une cascade, à un numéro mortel sous le chapiteau du ciel de Stalingrad, où en guise de filet de sécurité, il y a la terre gelée et en guise d'applaudissements, des obus perforants. Je grimpe à nouveau dans la tourelle et regarde dans le périscope. Le verre est trouble, verdâtre. À travers lui, le monde semble sous-marin. Demain, ce monde essaiera de nous écraser. Mais j'ai un plan. J'ai la physique. Et j'ai un équipage prêt à violer les lois du bon sens pour une chance sur 1000. Dans le coin du carnet, à côté des vecteurs de force, j'écris un seul mot. Vitesse. C'est la seule armure qui nous reste. Vitesse de réaction et vitesse de rotation de la roue motrice. Demain matin, nous vérifierons qui est le plus fort. L'optique allemande de la firme Zeiss ou l'audace russe multipliée par le risque technique.
L'aube approche. Le ciel à l'est grisonne, prenant la couleur d'un bandage sale. Le gel se renforce. Le métal du char commence à teinter sous la tension, comme s'il pressentait qu'il allait devoir supporter des charges non prévues par les concepteurs de l'usine de Kharkov. Nous sommes prêts. Le moteur V234 rugit derrière la cloison blindée, dévorant le gasoil et l'air. À l'intérieur du char, on n'entend pas ce son. On le ressent avec tout le corps, comme une vibration qui fait s'effriter les dents. Nous sortons pour une chasse solitaire. Ce n'est pas une attaque. C'est une expérience de laboratoire où le prix de l'échec sera notre crémation instantanée. Le mécanicien conducteur Gorelov a passé la 3e. Les chenilles broient avec un craquement la glace mélangée à la poussière de briques. Nous avançons dans la ruelle menant à la place devant l'atelier numéro 4. Les murs des maisons ici ont été rasés par l'artillerie en biseau, ouvrant des secteurs de tir. Je regarde dans l'instrument d'observation du commandant. Le monde dans l'oculaire tremble, se diluant dans un brouillard gris-blanc. Devant, le carrefour. Celui-là même où la mort attend quiconque ralentit. Nous débouchons à découvert, et immédiatement, je le vois. Un canon automoteur Stug 3, une silhouette basse et trapue, ressemblant à une tortue aplatie. Il se tient dans l'ombre profonde d'une arche détruite, à seulement 150 mètres de nous. Il n'a pas de tourelle. Pour pointer son canon horizontalement, il doit faire pivoter toute sa caisse. C'est sa faiblesse. Mais son canon de 75 mm nous regarde droit dans les yeux. L'instinct hurle d'une voix folle. « Freine! Marche arrière !» La mémoire musculaire exige de tirer les leviers vers soi, de bloquer les chenilles et d'essayer de reculer. C'est un réflexe martelé par des années d'entraînement. Mais si nous nous arrêtons, le tireur allemand appuiera sur la détente avant que nous ayons le temps de cligner des yeux. « Gaz !» je crie dans le laryngophone, couvrant le rugissement du diesel et ma propre peur. « La 4e ! Embrayage gauche! Tire! Sec !» Gorelov ne discute pas. À cet instant, il n'est pas un homme. Il est un actionneur hydraulique exécutant une commande. Je sens le char bondir en avant, comme s'il avait reçu un coup de botte géante. Le régime moteur grimpe à la limite. La fumée des échappements devient noire. Gorelov tire le levier gauche vers lui jusqu'au bout. Simultanément, il écrase la pédale de frein gauche. La physique reprend ses droits. 28 tonnes de métal, lancées à une vitesse de 40 km/h, perdent soudainement leur point d'appui à gauche. La chenille droite continue de tourner furieusement, poussant la machine vers l'avant. La gauche se bloque net. Sur sol sec, cette manœuvre aurait arraché les galets de leurs axes et nous aurions été réduits en purée contre le blindage à l'intérieur du compartiment de combat. Mais ici, c'est de la glace. Le char ne tourne pas. Il dérive. La caisse de la machine commence à tourner autour de son axe vertical à une vitesse monstrueuse. Nous sommes projetés sur le côté. La force centrifuge me plaque contre la paroi de la tourelle. J'entends le chargeur heurter lourdement de l'épaule la culasse du canon. Le cliquetis des patins change de tonalité. Ce n'est plus un martèlement, mais un hurlement de métal glissant sur le métal. Nous avançons en dérapage, de flanc, par rapport à l'automoteur allemand. Dans le périscope, je vois le canon du Stug tressauter. Le tireur allemand panique. Il a l'habitude de suivre une cible se déplaçant linéairement. Il sait prendre une avance horizontale. Mais il ne peut pas calculer la trajectoire d'un objet qui avance, tourne et glisse latéralement en même temps. La vitesse ondulaire de notre déplacement dépasse la vitesse de rotation de sa lourde casemate. Il tourne les manivelles de pointage, mais notre silhouette échappe à son viseur plus vite que son canon ne pivote. « Feu !» je commande dès que le réticule de mon viseur, dansant un rythme fou,
coïncide une fraction de seconde avec le flanc gris de l'automoteur. Le tireur appuie sur la pédale de déclenchement. Tir de 76 mm à bout portant. Une boule de feu éclate à l'intérieur de la tourelle, instantanément remplacée par la fumée âcre des gaz de poudre. Le fracas est tel qu'on devient sourd un instant. La culasse du canon recule, crachant la douille fumante qui tombe sur le plancher du compartiment de combat avec un tintement. Le recul du canon F-34 est un coup de marteau de plusieurs tonnes. Ce coup est dirigé contre notre mouvement. L'impulsion du tir amortit l'inertie du glissement. Le char tressaille, sa rotation ralentit, comme si quelqu'un d'invisible avait tiré le frein d'urgence. Les chenilles retrouvent enfin de l'adhérence. L'obus frappe l'Allemand dans la casemate, juste au-dessus du mantelet du canon. Je ne vois pas d'explosion. Je vois seulement une gerbe d'étincelles et un nuage noir jaillissant de leurs écoutilles. « On dégage, à droite, dans la ruelle !» je râle. J'ai un goût de sang dans la bouche. En heurtant l'instrument d'observation, je me suis mordu la langue. Gorelov relâche l'embrayage gauche et redresse la machine. Le char, en frétillant de la queue, plonge dans l'ombre salvatrice derrière le mur de briques de l'atelier. Nous traversons la zone d'impact 3 secondes avant qu'un obus de riposte n'ait pu y exploser, si l'Allemand avait été encore en vie. À l'intérieur de la machine règne une odeur lourde. Mélange de poudre brûlée, d'huile chaude et de sueur humaine, qui perle instantanément dès que l'adrénaline retombe. Les mains du tireur tremblent alors qu'il attrape un nouvel obus. Mes genoux tremblent tellement que je tiens à peine debout sur le plancher de la tourelle. Ce n'était pas un combat. C'était une bagarre de rue, où a gagné celui qui a frappé le premier avec un coup de poing américain. Nous avons violé toutes les lois de la tactique et de l'exploitation technique. Nous avons forcé un monstre de 30 tonnes à danser sur la glace comme une ballerine légère. Je regarde le tableau de bord. La température de l'huile grimpe dans la zone rouge. Le moteur est en surchauffe, ayant travaillé à plein régime. Mais nous sommes vivants. Et la transmission, contre toute attente, ne s'est pas désintégrée. « Entier !» j'entends la voix de Gorelov dans les écouteurs. Il y a dans sa voix un mélange d'incrédulité et d'enthousiasme sauvage. « Camarade lieutenant, les chenilles sont en place. On n'a pas d'échenillés. » C'est la première pirouette du ballet de Stalingrad. Nous avons prouvé que la physique travaille pour ceux qui n'ont pas peur de ses lois. La machine allemande, créée pour une guerre réglementaire, a perdu contre la machine russe, forcée de travailler au-delà du possible. Mais ce n'est que le début. Une cascade réussie ne fait pas un système. Maintenant, je dois expliquer à l'état-major pourquoi je n'ai pas brûlé, comme le prescrit le règlement, mais suis revenu victorieux en violant un ordre direct sur les règles d'engagement. L'état-major du bataillon ne m'accueille pas avec des fanfares, mais avec un air lourd et vicié, où flotte l'attente de l'exécution. Ici, sous les voûtes du sous-sol en béton, la guerre cesse d'être fracas et feu pour devenir des lignes sèches de rapports et des graphiques de pertes. Le major Beliaïev est assis à une table encombrée de cartes. Il ne me regarde pas. Il regarde le rapport sur l'état technique des machines. « Êtes-vous un idiot, Kovaliev ?» Sa voix est basse, mais il y a plus de menace dans ce silence que dans l'explosion d'un obus explosif. Je me tiens en garde à vous. Mon uniforme est imprégné de sueur et de suie. Mes mains tremblent de surmenage, mais je garde le dos droit. Mission accomplie, camarade major. Canon automoteur ennemi détruit. Aucune perte. Machine opérationnelle. Beliaïev lève lentement la tête. Dans ses yeux, je ne vois pas la joie de la victoire, mais la rage froide d'un homme responsable de chaque vice dans l'unité qui lui est confiée. Opérationnel. Il jette une feuille de papier sur la table. C'est le rapport du chef technique adjoint. Tu as une surchauffe des embrayages latéraux. L'usure des axes des chaînes de chenilles est telle que si tu avais fait une marche de 500 km en 1 heure. Les mécaniciens disent que tu as arraché les leviers,
comme si tu voulais sortir la transmission avec ses racines. C'est du sabotage, lieutenant. En temps de guerre, cela s'appelle de la trahison. C'est de la survie, réponds-je. C'est un cirque, aboie Beliaev, en bondissant de sa chaise. L'ombre de sa silhouette se brise sur le mur de briques. Nous ne faisons pas de numéro ici. Nous faisons la guerre. Le règlement est écrit avec du sang, Kovalev. C'est écrit noir sur blanc. Tir lors de courts arrêts. Mouvement fluide. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Du patinage artistique avec une machine de 28 tonnes? Tu comprends que si tu avais déchenillé dans le secteur de tir, je n'aurais même pas envoyé de dépanneuse pour toi. J'aurais passé l'équipage en perte au combat par stupidité du commandant. Je fais un pas vers la table. C'est une violation de la hiérarchie. Mais il ne s'agit plus de grade maintenant, mais de mathématiques. Je sors mon carnet de ma sacoche, celui avec les vecteurs et les formules. Permission de faire un rapport, camarade-major. Beliaev se tait, respirant lourdement. Il regarde mes dessins avec dégoût, comme une hérésie. Regardez les chiffres. Je pointe du doigt les calculs. La durée de vie d'un char immobile au carrefour des rues dans le carré 1240 est de 3 minutes. C'est la statistique des 3 derniers jours. Sokolov a tenu 2 minutes. Les Allemands ont repéré chaque brique. Tout arrêt est une probabilité d'impact de 100%. Un obus de 75 mm traverse notre flanc de part en part. Nous n'avons pas de blindage contre leurs canons longs. Je tourne la page. Et maintenant, la dynamique. Si le char se déplace en glissade latérale, la vitesse angulaire de déplacement de la cible dépasse les capacités des mécanismes de pointage du canon allemand. Ils n'ont simplement pas le temps de tourner les manivelles. La probabilité d'impact tombe à 10%. Et encore, s'il s'agit d'un ricochet accidentel. Tu proposes de transformer le bataillon de chars en troupe de balais? Beliaev plisse les yeux. Tu te rends compte de la qualification que demande une telle manœuvre? Nos conducteurs sont des tractoristes venus des kolkhozes. Ils tirent les leviers à 2 mains. Et tu veux qu'ils fassent du drift comme des pilotes de course? Ils casseront les chenilles au premier virage. Et alors, nous nous retrouverons sans char du tout. L'infanterie ira nue contre les mitrailleuses. C'est ce que tu veux? Je veux qu'ils reviennent vivants, dis-je fermement. Et qu'ils brûlent les chars allemands, pas qu'ils brûlent eux-mêmes. Les tractoristes sentent la terre. Il faut juste leur expliquer que la glace est aussi un sol, juste avec un coefficient de frottement différent. Donnez-moi du temps. Beliaev se rassied. Il se frotte les tempes. C'est un vieux militaire. Il est habitué à l'ordre, à la tactique linéaire, à la prévisibilité. Mais il voit aussi les carcasses brûlantes de nos machines dans les rues. Il comprend que les vieilles méthodes ne fonctionnent pas ici. Nous avons heurté un mur. Et ce mur ne peut être percé par une attaque frontale. Dans un coin du sous-sol, de l'eau goutte d'un tuyau. Ploc, ploc, ploc. Chaque goutte compte les secondes de notre vie. « Combien ?» demande sourdement le commandant. « 24 heures. Il me faut tous les équipages restants et le terrain vague derrière l'usine. Et carte blanche sur la consommation de carburant et de pièces détachées. » Beliaev me regarde longuement, pesamment. Il évalue les risques. D'un côté, la cour martiale pour violation des ordres et détérioration du matériel. De l'autre, une chance d'accomplir une mission de combat qui semble impossible. « Tu as 24 heures, Kovalev, » prononce-t-il enfin. Sa voix sonne comme une sentence. Demain à l'aube, les Allemands prévoient une contre-attaque. Le renseignement signale une concentration de blindés dans le secteur G. Si tes patineurs ne les arrêtent pas, si une seule machine s'arrête à cause d'une chenille sautée ou d'un embrayage brûlé, je te traînerai personnellement devant le tribunal. Et crois-moi,
Le bataillon disciplinaire te semblera être le paradis. Il pousse vers moi une feuille de papier et un stylo. Écrit une décharge. Je prends sur moi toute la responsabilité de l'état technique des véhicules de combat qui m'ont été confiés. Pour que j'ai un papier pour le procureur. Je prends le stylo. Mes doigts sont raides, mais j'écris fermement. Chaque lettre est une signature au bas de ma propre condamnation. Mais c'est aussi un permis de vivre. La permission de violer les règles pour la victoire. Et encore une chose, Kovalev, m'arrête Beliaïev à la sortie. Si ça marche, je serai le premier à rédiger une proposition de médaille. Mais si ça rate, mieux vaut ne pas revenir. Brûle dans ton char, ce sera plus honnête. Je sors de l'état-major. Le vent me frappe au visage. 24 heures. 1440 minutes. C'est infiniment long pour un combat, mais dérisoire pour apprendre à des hommes à violer les lois de la physique. Je vais vers les machines. Les équipages fument, assis sur le blindage. Ils me voient et se taisent. Ils attendent un ordre. L'ordre de mourir selon le règlement ou l'ordre de faire quelque chose d'impossible. « Rassemblement !» je commande. Ma voix se brise en un râle. « Aux mécaniciens, vérifiez la tension des chenilles, desserrées de 2 patins. Chef de char, à moi, on va apprendre la physique. » Dans leurs yeux, je vois de l'incompréhension. Desserrer les chenilles, c'est du suicide. Mais dans cette incompréhension, il y a une étincelle d'espoir. Ils comprennent que je leur propose quelque chose de plus que la simple mort pour la patrie. Je leur offre une chance de tromper cette mort. Le temps presse. La cour de l'usine, encombrée de déchets et de neige, se transforme en salle de classe. Sauf qu'à la place des bancs, il y a des leviers et des périscopes, et à la place de la baguette, une clé à molette. Nous commençons une course contre la montre, où le prix est la vie, et l'amende pour une erreur, un avis de décès. Le terrain vague derrière l'usine est un bien grand mot pour un désert jonché de scories, de briques cassées et d'armatures tordues. Il n'y a pas de piste balisée ou de salle de classe ici. Il n'y a que de la glace, les murs de béton des ateliers et 5 équipages qui me regardent comme un fou. Il est minuit. La température chute. Le vent de la Volga transperce jusqu'aux os. Mais personne n'a froid. Des moteurs chauffés des 5 machines s'élève une chaleur lourde et huileuse. L'air tremble du grondement des diesels tournant au ralenti. La tâche est simple. Je couvre le bruit des moteurs. Accélération jusqu'à 30. Repère. Ce tas de poutres là-bas. Entrée en virage. Blocage du flanc. Demi-tour à 90 degrés. Tir sur la maquette. Sortie de dérapage. Allez! L'équipage du sergent Volkov passe en premier. Son mécanicien conducteur, un jeune gars des renforts, serre trop fort les leviers. Je le vois même à travers le blindage, à la façon dont le char tressaute. Le char rugit, s'arrache de sa place, prend de la vitesse. Mais juste avant le virage, les nerfs du mécanicien lâchent. Il relâche instinctivement les gaz. Erreur. Au lieu d'une glissade, il y a un choc. La chenille, perdant son inertie, mord le sol. Le char pique du nez, sa poupe dérape, mais pas fluidement, par à-coups. On entend un terrible grincement de métal. Les crêtes des patins sautent de la couronne de la roue motrice. La machine cale, le canon planté dans le mur. Nous accourons. Volkov sort de l'écoutille, le visage blanc. Le mécanicien tremble. La chenille ? Demandai-je brièvement. En place, camarade lieutenant. Mais les axes, on dirait qu'ils sont tordus. On a failli décheniller. Tu as relâché les gaz. Je ne demande pas, je constate. Tu as eu peur. Un char, c'est 500 chevaux. Si tu lâches les rênes, ils te piétineront. Pied au plancher. L'inertie est ton seul sauveteur. S'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de glissade.
S'il n'y a pas de glissade, il y a un choc. Et le choc brise le métal. Les 3 heures suivantes se transforment en travaux forcés. Ce n'est pas de l'enseignement, c'est une violence faite à la technique et aux hommes. Nous apprenons à briser les réflexes. L'organisme exige de freiner devant l'obstacle, et je les force à accélérer. L'air s'emplit de jurons, d'odeurs de bandes de freins brûlés et de gasoil. Les équipages sont pressés comme des citrons. La conduite du T-34 n'a pas d'assistance hydraulique. Pour tirer le levier d'embrayage latéral, il faut une force de 30 kg. Pour serrer le frein à bande, encore plus. Et il faut le faire brutalement, par à-coups. Après le 10e essai, les mains des mécaniciens sont prises de crampes. La peau des paumes éclate, laissant des traces sanglantes sur les leviers. « Ne tire pas! Arrache !» je hurle à l'oreille du mécanicien de la 3e machine. « Tu ne caresses pas la tresse d'une fille, c'est du fer. Il ne comprend que la force. » Il arrache le levier vers lui. Le char se cabre, mais part en dérapage. La caisse vole de côté, soulevant des fontaines de poussière de neige. La tourelle pivote à contresens. Le canon regarde la cible, une vieille chaudière rouillée. « Tire !» Le claquement d'un tir à blanc. Le char s'immobilise après avoir décrit une courbe parfaite. « Comme ça !» je tape sur l'épaule du mécanicien. « Tu as senti ?» Il hoche la tête, respirant lourdement. La sueur inonde ses yeux, se mélangeant à la crasse sur son visage. « Comme en traîneau, camarade lieutenant. » Seulement, en plus effrayant. Vers 3 heures du matin, le terrain se transforme en patinoire. La glace est polie par les chenilles jusqu'à devenir un miroir. Nous sommes sur le fil du rasoir. Un équipage finit tout de même par déchausser. La chenille saute de la roue folle avec un fracas semblable à l'effondrement d'une maison. Nous perdons 40 précieuses minutes en réparation. Dans l'obscurité, à la lumière de lampes de poche, 10 hommes avec des barres à mine et une masse remettent en place la bande de plusieurs tonnes. Les doigts gèlent sur le métal. Les jurons sont tels qu'on croirait que la neige fond. Mais personne ne se plaint. Tout le monde comprend. Mieux vaut perdre des patins ici que la vie demain matin. C'est ça, la classe de glace. Il n'y a pas de note ici. Il n'y a que le critère vivant ou mort. Je leur apprends à écouter la machine. Le char parle à l'équipage dans la langue des vibrations. Si la chenille commence à patiner, un petit tremblement parcourt le plancher. Si le moteur s'étouffe, la tonalité du hurlement de la turbine change. « Si tu as peur, elle s'arrêtera », dis-je aux tankistes rassemblés en cercle lors d'une courte pause clope. Nous fumons en cachant les braises des cigarettes dans nos manches. Le char sent l'incertitude. Si la main tremble sur le levier, l'embrayage patine, le dérapage est raté, le flanc est exposé. Si tu crois en la physique, elle glissera. Vous devez devenir une partie de la transmission. Votre système nerveux doit se connecter à la boîte de vitesse. À l'aube, sur 5 équipages, 3 maîtrisent le truc. Les 2 autres n'ont jamais pu surmonter leur peur. Ils relâchent les gaz. Ils freinent. La psychologie de l'autopréservation s'avère plus forte que l'ordre. Je les écarte du groupe de manœuvre. Ils iront en 2e échelon, comme soutien-feu. C'est cruel, mais honnête. Sur la glace, il n'y a pas de place pour le doute. Les 3 machines qui ont passé la sélection sont alignées. Leurs flancs sont rayés, les galets sont brûlants de frottement. Mais elles sont entières. Je regarde mes hommes. Ils ressemblent à des fantômes. Les yeux enfoncés, les visages noirs de suie. Ils n'ont pas dormi depuis plus de 24 heures. Leurs muscles sont gorgés d'acide lactique, au point que chaque mouvement cause de la douleur. Mais dans leur regard est apparu quelque chose de nouveau. C'est le regard du prédateur qui a compris qu'il n'est plus une proie. Auparavant, ils montaient dans le char comme dans une boîte en fer qui les protège par son blindage. Maintenant, ils regardent le char comme une arme
qu'ils contrôlent. Ils ont compris que 28 tonnes d'acier peuvent danser. « Faire le plein !» commande-je. Voix rauque, corde vocale brisée par les cris. « Vérifiez les munitions !» Plein complet d'obus perforants. Pas d'explosifs. Il n'y aura pas d'infanterie là-bas. Que du blindage. Les mécaniciens grimpent dans les machines. Mouvement économe, précis. Aucune agitation. La fatigue a coupé tout le superflu, ne laissant que la fonction. Je m'approche de ma machine. Gorelov dort, assis à la place du pilote, la tête posée sur les leviers. Je tape sur le blindage. Il ouvre instantanément les yeux. Il n'y a pas de sommeil en eux. Il y a de la disponibilité. Les axes, adjudant. Ils tiennent, camarade lieutenant. J'ai vérifié. Le jeu est normal. Il reste de la graisse. Prépare-toi. Dans 1 heure, on commence. L'aube sur Stalingrad se lève rouge sang. La fumée des incendies voile le soleil. Quelque part au loin, vers la colline Mamaïev, les Katyutchas commencent à travailler. La terre tremble. Mais notre secteur du front reste silencieux pour l'instant. Le calme avant la tempête. Les Allemands font chauffer les moteurs de leurs 4 et de leurs Stug, se préparant à une attaque standard. Ils s'attendent à ce que nous agissions comme toujours, de manière linéaire, prévisible. Ils se trompent. Nous sortons vers les positions de départ. 3 chars, 3 bolides de mort. Nous avons transformé la nuit en entraînement pour transformer le matin en massacre. Le calcul technique est terminé. La théorie a été vérifiée sur le terrain. Maintenant commence l'examen, et c'est l'ennemi qui le fera passer. Il n'y aura pas de rattrapage. J'enfile mon casque. Le laryngophone me glace le cou. Peloton, écoutez mon ordre. On travaille selon la variante glace. Ne pas garder les distances, chacun pour soi, mais dans un rythme unique. Entrez dans la zone de destruction à vitesse maximale. Dans les écouteurs, des clics de confirmation. 3 brefs. Reçu. Les moteurs rugissent. Nous démarrons. Les chenilles mordent la glace. Nous n'allons pas mourir. Nous allons glisser. Les Allemands sont arrivés à 8 heures pile. La ponctualité est leur deuxième religion, après la supériorité raciale. Nous les attendions. Nous entendions leurs grondements lourds et basses fréquences, un pâté de maison d'ici. Ce n'est pas un soutien d'infanterie ordinaire. Le bruit des moteurs Maybach est inconfondable. C'est l'élite. Le 4e bataillon de chars, équipé de machines de production spéciales. Dans mon périscope, flottent des silhouettes. Panzer IV, modification F2. Canon long de 75 mm avec frein de bouche. Ces canons sont capables de percer le blindage frontal d'un T-34 à une distance d'1,5 km. Ici, dans le sac de pierre, les distances sont réduites à 100 mètres. Cela signifie que tout contact est mortel. Le blindage ici n'est que du papier. Seule la géométrie du mouvement sauve. Ils avancent en coin, occupant le carrefour avec assurance. Ils connaissent leur travail. Les chars s'arrêtent, bloquant les rues. Les tourelles pivotent, les canons scannent les ruines. Ils créent une zone de mort, un secteur balayé par des feux croisés. Leur tactique est latente. Ils savent que les Russes vont lancer une contre-attaque. Ils attendent que nous montrions le bout de notre nez, que nous ayons un soubresaut et que nous nous arrêtions pour tirer. C'est un piège. Une embuscade parfaitement planifiée pour des as. Mais ils attendent le char dont ils ont lu la description dans leur manuel. Ils ne nous attendent pas, nous. Attention, peloton! Je parle doucement dans le laryngophone, comme si j'avais peur qu'ils m'entendent à travers le blindage. On travaille selon le schéma pendule. Premier, partez. Deuxième, préparez-vous.
Gorelov lâche l'embrayage. Le moteur hurle, montant à 2000 tours, une limite extrême. Nous jaillissons de la ruelle latérale, non pas le nez en avant, comme il se doit, mais presque de côté. Le char avance dans un profond dérapage contrôlé. La chenille gauche est bloquée. La droite tourne furieusement, tirant des étincelles des pavés. La caisse de la machine est orientée à 45 degrés par rapport au vecteur de mouvement. Pour le tireur allemand du char de tête, c'est un choc. Il voit une cible qui viole les lois de la physique. Son cerveau, entraîné à l'anticipation linéaire, bug. Il essaie de nous attraper dans son viseur. Il tourne la manivelle de rotation de la tourelle. Et là, entre en vigueur la règle que j'ai calculée cette nuit. La vitesse angulaire de notre glissade est supérieure à la vitesse de rotation du moteur électrique de la tourelle du Panzer. Son canon est en retard. Il ne peut physiquement pas nous rattraper. La croix de son viseur flotte dans le vide, derrière notre poupe. Feu! Notre tir claque comme un coup de fouet. Nous tirons en mouvement, au moment du glissement maximal. L'obus part presque à bout portant. Distance, 70 mètres. Le char allemand tressaille. Le projectile pénètre son flanc, juste sous la tourelle, arrachant la couronne. L'explosion des munitions est instantanée. La tourelle de plusieurs tonnes est projetée en l'air. Elle retombe à côté, fumant comme un mégot. Nous ne nous arrêtons pas. Le recul du canon amortit l'inertie du dérapage. Gorelov change immédiatement de vitesse et jette la machine dans un nouveau virage, maintenant à droite, sortant de la ligne de mire du deuxième Allemand. À cet instant, la machine du sergent Volkov surgit de la ruelle voisine. Exactement la même pirouette folle. La poussière de neige vole comme un mur, bouchant la vue de l'ennemi. Volkov passe devant l'adversaire stupéfait en tournant comme une toupie. Les Allemands ne voient pas un char, mais une tache floue. Ils ouvrent un feu désordonné. Les obus émiettent les murs de briques, ricochent sur le pavé, partent dans le ciel. Pas un seul impact sur la caisse. Il n'y a rien à toucher. La cible ne reste pas en place une seule seconde. Nous avons créé un carrousel de morts. Nos 3 chars foncent sur la place, croisant leur trajectoire, entrant en dérapage, faisant demi-tour sur un mouchoir de poche. C'est le chaos, mais un chaos contrôlé. La radio allemande explose de panique. Mon radio intercepte des bribes de phrases sur la fréquence ouverte. Ils sont fous, ce ne sont pas des chars, ce sont des foutus fantômes. Impossible de viser, la cible bouge de façon chaotique. Secteur A, à l'aide. Où tirer, ils sont partout. Ils ont l'habitude de combattre des machines. Nous combattons avec la physique. Leur viseur Zeiss vanté, leur optique magnifique, leur mécanique précise. Tout cela devient de la ferraille inutile quand l'adversaire refuse de jouer selon les règles de la balistique. Ils attendent un arrêt, mais il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a que le mouvement continu, le grincement du métal et le tonnerre des tirs. Le 3e char allemand essaie de reculer, de se mettre à l'abri. Mais le pilote panique. Il met les gaz trop brutalement, la machine monte en marche arrière sur un tas de briques cassées et lève le nez. Une cible idéale. La plaque de blindage inférieure est exposée. Je le vois. Gorelov le voit. Pas besoin d'ordre. Nous faisons un demi-tour au frein à main de 180 degrés. Une surcharge monstrueuse écrase les entrailles contre la colonne vertébrale. La vue se brouille, mais les mains font leur travail. Tir. L'obus pénètre le fond de la caisse allemande, perçant la transmission et le moteur. Le char s'embrase comme une torche. Personne ne saute des écoutilles. Le combat ne dure que 7 minutes. 7 minutes de hurlements d'embrayage et de fracas de canon. Durant ce temps, le peloton d'élite allemand s'est transformé en cimetière de ferraille. 4 carcasses brûlantes, 2 canons retournés. Une fumée noire et grasse rampe dans la rue.
se mélangeant au brouillard givrant. Nous partons aussi soudainement que nous sommes apparus. Nous replongeons dans le labyrinthe des ruines, laissant derrière nous un carrefour en feu. Les moteurs rugissent, réclamant du refroidissement. À l'intérieur de la tourelle, règne une telle puanteur de poudre brûlée que les yeux piquent. Mais nous respirons. Nous sommes vivants. Les mains tremblent non de peur, mais du contre-coup de l'adrénaline. Je regarde mes gars. Le chargeur est assis par terre, serrant contre sa poitrine une douille vide, et rit sans bruit. Son visage est noir de suie, on ne voit que ses dents blanches et le blanc de ses yeux. C'est l'hystérie du survivant. Nous avons brisé leur modèle. Nous n'avons pas seulement détruit 4 chars, nous avons détruit leur certitude que la guerre est un processus prévisible. Aujourd'hui, ils ont appris que l'Ivan russe est capable de faire voler 28 tonnes de fonte. Mais il est trop tôt pour se détendre. C'était l'avant-garde. Les forces principales sont encore devant. Et maintenant, ils sauront que nous sommes là. Ils cesseront de foncer tête baissée. Ils feront venir l'aviation ou l'artillerie de gros calibre pour raser ce carré avec nous. Mais pour l'instant, nous sommes les rois de cette patinoire. Peloton, rapport de situation, je râle dans la radio. Deuxième machine, ok. On a tordu une aile, arraché un phare, munitions à moitié vide. Troisième machine, ok. Le pilote est démis l'épaule, on dirait, mais il tient les leviers. On rentre à la base. J'essuie la sueur de mon front. Le gant laisse une trace sale. Nous l'avons fait. Le calcul technique, multiplié par la folie russe, s'est avéré plus fort que l'ordre allemand. Mais il y a encore toute une journée devant nous. Et la nuit. Et chaque nouvelle heure exigera de nous encore plus d'ingéniosité, car l'ennemi apprend vite. Trop vite. Le combat dure déjà depuis 20 minutes. Pour l'infanterie, c'est un instant. Pour un tankiste dans une écoutille fermée, c'est toute une vie, compressée en un cycle infini. Chargement, visée, tir, traction du levier. À l'intérieur de la machine, la température est montée à 40 degrés, malgré le gel dehors. Le moteur, tournant à la limite, a chauffé la cloison moteur à blanc. Le ventilateur ne parvient pas à évacuer les gaz de poudre. Nous respirons un mélange de monoxyde de carbone et d'adrénaline. Le mécanicien conducteur Gorelov ne sent plus ses mains. Je vois son dos. Sa vareuse est trempée, collée aux omoplates. Ses épaules tressautent au rythme des saccades de la machine. Ce n'est plus un pilotage conscient, c'est de la pure physiologie, de la mémoire musculaire. Il tire les leviers des embrayages latéraux avec une force suffisante pour plier une barre à mine, et il le fait toutes les 5 secondes. S'il s'arrête ne serait-ce qu'un instant, ses muscles seront pris de crampes et nous deviendrons immobiles. Sur la place devant l'atelier règne le chaos. La neige s'est mélangée à la terre, à la suie et à l'huile, se transformant en boue noire. Visibilité nulle. Nous nous orientons seulement aux éclairs des tirs. Dans les écouteurs, des crépitements d'interférences et des jurons. « Troisième, des chenillés, on a perdu une chenille !» Le cri du commandant de la machine numéro 3, le lieutenant Petrov, perce à travers le vacarme. Je tourne le périscope. Le char de Petrov est contre le mur de la chaufferie. La chenille gauche a glissé des galets comme un serpent et gît sur la neige. Ses patins déchirés, brillants. Un obus a brisé l'axe de connexion. La machine est immobilisée. Maintenant, c'est juste un bunker d'acier, condamné à être fusillé. 2 chars allemands Panzer IV ont déjà repéré la victime. Ils tournent lentement leurs tourelles. Ils ne se pressent pas. Ils savent que le Russe n'ira nulle part. Ils n'ont qu'à viser et planter un obus dans le flanc immobile. « Gorelov, tu vois Petrov ?» je crie. « Je le vois. Il est fini, camarade lieutenant. »
Non! Manœuvre compas! Autour de lui, vite! C'est une improvisation. Ce n'était pas prévu à l'entraînement. Mais le principe est le même, physique et inertie. Gorelov me comprend à demi-mot. Il dirige notre T-34 droit vers le camarade touché. Nous accélérons. Les Allemands nous voient, mais ne tirent pas. Nous allons trop vite et sous un angle aigu. Nous passons entre Petrov et les Allemands. Embrayage droit, tir, gaz! Gorelov bloque la chenille droite. Le char commence à tourner autour de Petrov, décrivant un cercle serré de 10 mètres de rayon. Nous devenons un bouclier vivant, un bouclier rotatif. La force centrifuge m'écrase contre la paroi de la tourelle au point de me couper le souffle. Le chargeur tombe sur les râteliers, l'obus glisse de ses mains, mais il le rattrape aussitôt. Le monde dans le périscope se transforme en une bande floue. Ruines, feu, char allemand, mur, encore ruines. Le tireur allemand devient fou. Il voit devant lui une cible qui tourne en rond à une vitesse ondulaire inaccessible pour ses mécanismes. Il essaie de nous tirer dessus, mais au moment où il appuie sur la détente, nous nous sommes déjà décalés de 3 longueurs de caisse. L'obus frappe le pavé là où nous étions 1 seconde plus tôt. Les éclats cliquettent sur notre blindage comme de la grêle. « Feu sur le Barbotta !» je commande quand le flanc de l'Allemand apparaît une fraction de seconde dans le viseur. Tirer en rotation, c'est une loterie. Mais cette fois, nous gagnons. L'obus frappe l'Allemand dans le train de roulement. La roue motrice vole en éclats. Le char allemand tressaute et pivote, exposant sa poupe à la machine de Volkov qui surgit de la fumée de l'autre côté. Volkov ne rate pas. Un tir dans le compartiment moteur met un point final. Nous continuons de tourner. Gorelov tient le compas sans baisser le régime. Le moteur hurle sur une note proche de la rupture du métal. L'huile de transmission bout. Mais nous couvrons Petrov tant que son équipage tire depuis sa position fixe. Le deuxième char allemand tente de nous contourner, mais tombe sous un feu croisé. Nous les avons pris dans une tenaille de chaos. Ils ne comprennent pas où est le front et où sont les arrières. Pour eux, la mort vient de tous les côtés simultanément. Les chars russes ne forment pas une ligne, ils sont partout. Le fracas du combat s'apaise soudainement, comme si quelqu'un avait coupé le courant. Il ne reste que le crépitement du métal brûlant et le hurlement de notre ventilateur. Gorelov relâche les leviers. La machine a un soubresaut et s'immobilise. Le silence pèse sur les oreilles comme du coton lourd. J'ouvre l'écoutille. L'air froid s'engouffre dans la tourelle, brûlant les poumons. J'inspecte le champ de bataille. 8 bûchers noirs. 8 machines de la Wehrmacht transformées en ferraille. Leurs tourelles sont arrachées, les canons plantés dans la terre, une fumée épaisse et grasse s'échappe des écoutilles. C'est le travail de 3 équipages en 20 minutes. « Troisième, comment ça va ?» je demande dans le laryngophone. « Vivant !» La voix de Petrov tremble. Le pilote est contusionné, le radio blessé par des éclats de blindage. Mais vivant. Merci, commandant. Sans votre carrousel, vous pouvez réparer? On a des patins. On va retendre. Il faut 40 minutes. Vous en avez 10. Les Allemands ne sont pas idiots. Ils vont couvrir ce carré au mortier. Je glisse le long du blindage. Mes jambes se dérobent. Je m'approche de Gorelov. Il est assis au bord de l'écoutille, les bras ballants. Ses mains tremblent tellement qu'il ne peut pas sortir une cigarette du paquet. Je sors la mienne, l'allume, la lui mets entre les dents. Il tire une bouffée profonde, avide, jusqu'à tousser. « Tu as eu peur, adjudant ?» demandai-je. « Non, camarade lieutenant, pas eu le temps d'avoir peur. » Les mains avaient peur, mais la tête calculait. Je regarde notre machine. Les flancs sont hachés par les éclats. La peinture a brûlé. L'aile gauche est arrachée avec la chair.
Mais le blindage est intact. Pas une seule perforation. Les ricochets ont laissé de profonds sillons, mais ne nous ont pas tués. L'angle de rencontre de l'obus avec le blindage lors de la glissade s'est toujours avéré trop aigu. La physique nous a sauvés, là où l'épaisseur de l'acier était impuissante. Les pertes du peloton ne sont que de la ferraille. Optiques brisées, patins arrachés, galets tordus. Les hommes sont entiers. C'est la principale statistique de la guerre. Le métal, l'usine en refera. Les hommes, on ne peut pas en refaire. On ramasse les trophées, je commande, bien que je n'ai même plus la force de lever le bras. Documents, cartes, tout ce qui a survécu dans les machines allemandes, et on dégage. Le spectacle est fini. La neige continue de tomber, recouvrant lentement les taches noires de suie. La glace de Stalingrad sous nos chenilles est devenue encore plus glissante à cause de l'huile et de l'antigel répandue. Mais maintenant nous savons, la glace n'est pas une condamnation, c'est un milieu naturel, et nous avons appris à y respirer. Le silence après le combat assourdit plus fort qu'un barrage d'artillerie. Les oreilles, habituées au rugissement de 1000 chevaux et au fracas des canons de 76 mm, refusent de percevoir l'absence de son. Un sifflement fin et aigu résonne dans la tête. Ce sont les capillaires des tympans qui ont éclaté à cause de la différence de pression. Les moteurs sont coupés. Maintenant, on entend seulement le métal refroidir. Des cliquetis, des craquements, des coups sourds à l'intérieur des compartiments moteurs. 28 tonnes d'acier se contractent par moins 20 degrés, restituant la chaleur accumulée au combat. Au-dessus des persiennes des compartiments de transmission, l'air chaud tremble, déformant la perspective des ruines. Nous nous tenons près de nos machines. Les jambes sont molles, elles ne tiennent plus. Les équipages ont glissé sur la neige, certains assis directement sur la chenille, d'autres appuyés contre le blindage, essayant de calmer le tremblement de leurs mains. Ce n'est pas de la peur, c'est la redescente. La biochimie de l'organisme a brûlé toutes ses ressources, et maintenant, le corps exige le paiement de ces 20 minutes de tension surhumaine. Je me force à me lever. Je dois inspecter la machine. C'est un réflexe d'ingénieur. Évaluer d'abord les dégâts, vérifier les assemblages, comprendre quel prix le mécanisme a payé pour la survie de l'équipage. Je passe ma main gantée sur le flanc gauche. Le blindage est chaud. Il n'y a pas un endroit intact, rien que des cicatrices. La peinture a brûlé et cloqué. Mais ce sont des blessures superficielles. Voici un sillon profond d'un demi-mètre, la trace d'un obus allemand. Il est entré tangentiellement, a arraché la couche supérieure d'acier sémenté et a ricoché. Je m'arrête et regarde cette trace. Si nous avions été immobiles, cet obus nous aurait traversé de part en part, transformant l'équipage en viande hachée. Mais nous glissions. L'angle d'impact de l'obus a changé. Au lieu de 90 degrés, l'Allemand en a eu 30. L'énergie cinétique n'a pas percé le métal, mais a glissé dessus comme une goutte d'eau sur de l'huile. La physique a fonctionné. Le calcul était juste. Le train de roulement a plus souffert. Les bandages en caoutchouc des galets de roulement sont en lambeaux. À cause du frottement lors des chocs latéraux, le caoutchouc a surchauffé et a fondu par endroits, coulant en morve noire figée sur les disques. Les crêtes des patins sont polies comme un miroir. Sur certains maillons, on voit des micro-fissures, fatigue du métal due aux charges extrêmes à la rupture. Mais les axes sont tenus. La chenille est restée entière. L'acier soviétique de marque Hadfield s'est avéré plus solide que la ponctualité allemande. Une Jeep Willys arrive vers nous depuis l'état-major. La voiture saute sur les nids de poules, éclaboussant de boue. Le major Beliaev en sort. Il ne court pas, il marche lentement, posant lourdement ses pas sur les briques cassées. Son visage est impénétrable. Il s'arrête à 10 pas de ma machine.
regarde les chars allemands qui brûlent. 8 colonnes de fumée noire soutiennent le ciel gris. C'est le cimetière de l'élite de la Panzerwaffe. Puis, il déplace son regard vers nous. Vers les 3 T-34 sales, noirs de suie, mais vivants. Il s'attendait à voir une fosse commune. Il avait déjà sans doute préparé le discours funèbre et la liste des avis de décès. Et il voit des vainqueurs. Cela brise sa vision du monde. Beliaïev s'approche de mon char. Il enlève son gant et touche de sa paume nue cette même trace de ricochet sur le flanc. Il comprend la balistique. Il voit que ce n'est pas un miracle. C'est de la géométrie. Ensuite, il baisse les yeux vers la glace. Toute la place devant l'atelier est couverte des traces de nos chenilles. Ce ne sont pas les lignes droites des manœuvres tactiques. C'est une écriture folle. Des arcs, des spirales, des boucles, des cercles qui se croisent. Cela ressemble aux traces de patineurs sur une patinoire. Sauf qu'au lieu de lames, ce sont des patins de 500 kilos qui ont travaillé ici. Les traces racontent l'histoire du combat mieux que n'importe quel rapport. Ici, une entrée brusque en virage, de profondes griffures dans le béton dues au dérapage. Là, le compas, un cercle parfaitement régulier autour du camarade touché. Ici, un 8 avec lequel nous avons embrouillé les tireurs allemands. Beliaïev regarde longuement ces motifs. Puis il lève la tête et me regarde dans les yeux. Dans son regard, il n'y a pas la sévérité du règlement. Il y a autre chose. Du respect, mêlé à de la perplexité. « Rapport, lieutenant », dit-il doucement. « Mission accomplie, camarade-major. Carré 12-40 nettoyé. L'ennemi a perdu 8 unités blindées. Pertes humaines, 0. Pertes matérielles, nous demandons le remplacement des bandages de galets et une réparation courante de la transmission. » Beliaïev a un petit rire. Il sort un porte-cigarette, m'offre une cigarette. Mes mains sont pleines d'huile et de suie. Je la prends avec précaution pour ne pas salir sa vareuse. Il me donne du feu. « J'ai vu le combat aux jumelles depuis le poste d'observation », prononce-t-il en recrachant la fumée. « D'abord, j'ai cru que votre direction avait lâché, que vous aviez perdu le contrôle des machines, et puis j'ai vu les Allemands brûler. » Il marque une pause, regardant les mécaniciens commencer à s'affairer autour des galets, brisant la glace gelée avec des barres à mine. Tu as violé 13 points du règlement de combat et 5 paragraphes du manuel d'utilisation, Kovalev. Pour ça, je devrais te traduire en cours martial. Tu as transformé du matériel de guerre en accessoire de cirque. Je me tais. Je sais qu'il a raison. Selon la lettre de la loi, je suis un criminel. J'ai risqué les biens de l'État. Mais on ne juge pas les vainqueurs, continue Beliaïev, surtout les vainqueurs vivants. Il regarde à nouveau la glace entaillée, les lignes courbes qui nous ont sauvé la vie. Sur son visage tanné et dur apparaît un sourire étrange, avare, le sourire d'un homme qui a vu l'impossible devenir un fait. « Tu n'es pas un tankiste, Kovalev, » dit-il en secouant la tête. « Tu es un patineur artistique. » Cela ne sonne pas comme une insulte. Dans sa bouche, c'est le plus grand éloge. La reconnaissance d'un professionnalisme d'un autre ordre. « Permission de continuer les réparations, camarade-major » demandai-je. « Répare. Tu auras les pièces sans faire la queue. Et... » Il se tait une seconde, me regardant droit dans les yeux. « Écris une instruction. » « Quelle instruction ? » « Celle selon laquelle tu viens de te battre. Comment arracher les embrayages et rester en vie. Comment glisser avec 28 tonnes. Schéma, calcul, angle. Tout ce que tu as dans ce carnet. Je veux que ce soit sur mon bureau demain matin. Si ce cirque fonctionne, alors nous ouvrirons une tournée sur tout le front. Il fait demi-tour et va vers la voiture. Son dos est droit, mais sa démarche
est devenue plus légère. Il n'emporte pas des avis de décès, mais une victoire et de l'espoir. Je reste près du char. Je fume en regardant les carcasses fumantes des ennemis. Patineur artistique. Soit. Si le patinage artistique sur une glace arrosée de sang aide à sauver la vie de mes gars, je danserai. Vous avez entendu, les gars? La voix de Borelov parvient de la trappe du pilote. Il s'active en bas, vérifiant les tringles. Le commandant a donné le feu vert. Ça veut dire qu'on vivra encore un peu, répond Volkov depuis la machine voisine. Nous n'avons pas reçu de médaille. On ne nous a pas promis de galons. On nous a donné quelque chose de plus précieux. On nous a donné le droit de ne pas combattre selon le modèle standard. On nous a permis de penser, permis d'utiliser la physique comme une arme. Je fume jusqu'au filtre, jette le mégot dans la neige. Il grésille et s'éteint. Le froid commence à s'insinuer sous la vareuse trempée de sueur. Fin de la pause, je commande. Clé en main, on a du boulot jusqu'au matin. Les galets ne vont pas se changer tout seuls. Nous redevenons des mécaniciens. Le romantisme du combat est parti, il reste le travail lourd et sale avec le fer. Mais maintenant, nous regardons ce fer différemment. Nous savons ce qu'il peut faire, et il sait que nous lui faisons confiance. L'adhérence entre l'homme et la machine est devenue absolue, plus solide que n'importe quelle soudure. Un abri souterrain à 3 niveaux de rondins. Profondeur, 2 mètres sous le niveau du sol gelé. Au-dessus, une couche de rondins, de terre et de neige qui étouffe les bruits de la guerre jusqu'à n'être qu'un grondement lointain, irréel. Ici, ça sent l'argile humide, le tabac bon marché et le pétrole. On m'a rappelé du front pour une semaine. C'est une drôle de forme de permission. Au lieu de repos, une table faite de caisses d'obus, une pile de papier vierge et un crayon chimique. L'ordre du commandant Beliaïev était bref. Mettre sur papier, pour que n'importe quel sergent sortant de l'école comprenne comment ne pas brûler au premier combat. Je suis assis et je regarde la feuille blanche. Écrire est plus difficile que combattre. Au combat, tu travailles au réflexe. Là-bas, pas le temps de douter. Ici, dans le silence, chaque mot pèse plus lourd qu'un obus perforant. Parce qu'une erreur dans ce texte coûtera la vie non pas à moi, mais à ces milliers qui viendront nous remplacer. J'écris le titre. Conduite du combat manœuvrier en conditions urbaines et sur verglas. Ça sonne sec, administratif. Mais derrière chaque lettre se cache un épisode concret, payé par la peur et le risque. Point 1. Particularité de l'adhérence du propulseur à chenilles sur la couche de glace. Je dessine un schéma. Char T-34 en vue de dessus. Vecteur de vitesse. Vecteur d'inertie. Point d'application de la force lors du blocage de la chenille. Je dois expliquer l'inexplicable. Pourquoi la machine ne se renverse pas. Je détaille la formule du moment de renversement. Notre centre de gravité est bas. La largeur de voie permet de supporter des surcharges latérales jusqu'à 2 unités. Si le mécanicien maintient les gaz, la force centrifuge plaque le flanc extérieur au sol, compensant le roulis. C'est de la physique. Elle est impartiale. Je me souviens du visage de Gorelov, de ses mains écorchées. Dans l'instruction, j'écris « L'effort sur les leviers lors d'une manœuvre d'urgence triple. Le travail à 2 mains est recommandé pour bloquer le bord. » Ce n'est pas un conseil, c'est une exigence physiologique. D'une seule main, on ne retient pas le levier quand l'inertie de 28 tonnes essaie de l'arracher en sens inverse. Point 2. Tir en glissade incontrôlée. La section la plus difficile. Le règlement l'interdit catégoriquement. J'écris « Dans des cas exceptionnels, en cas d'impossibilité de s'arrêter,
Je décris la méthode d'anticipation. Si le char tourne à gauche, le tireur doit tourner la tourelle à droite avec de l'avance. C'est une équation de vitesse relative. Je dessine les secteurs de tir. La zone aveugle, lors du dérapage, disparaît. Le char devient une boule hérissée d'aiguilles. Il peut piquer dans n'importe quelle direction. Le silence de l'abri pèse. Il me semble entendre le cliquetis des culasses et le grésillement de la radio. Mais ce ne sont que des fantômes de la mémoire. Ici, c'est calme. Juste le crissement du crayon et le pétillement de la mèche dans la lampe. Je décris la manœuvre compas, celle qui a sauvé Petrov. Je dessine le schéma. Char touché au centre, char actif sur orbite. Rayon, 10 mètres. Vitesse, 25 km/h. Rapport, 2e ou 3e selon le sol. Remarque importante, ne pas baisser le régime. La perte de traction entraînera l'arrêt et une destruction inévitable. Ce n'est pas juste de la tactique, c'est une philosophie de survie. Nous avons l'habitude de penser que le blindage, c'est l'épaisseur du métal. Je prouve que le blindage, c'est la vitesse et le vecteur de mouvement. Une cible mobile est plus difficile à atteindre qu'un bunker statique, même si ce bunker a un front de 100 mm. J'ai déjà noirci 10 pages. Ma main est plus fatiguée qu'avec les leviers. Je comprends que je crée un document qui ira à l'état-major de l'armée, puis à l'état-major du front. Il sera lu par des généraux de l'arrière. Ils fronceront les sourcils en voyant les violations des instructions, mais ils l'approuveront. Parce que les statistiques sont têtues. 3 chars ont survécu, là où un bataillon aurait dû périr. Ce manuel est écrit avec du sang. Pas le mien, mais celui de ceux qui ont brûlé avant nous. De Sokolov et de centaines d'autres lieutenants qui ont honnêtement suivi le règlement et sont morts au carrefour. Nous avons trouvé une faille dans les lois de la guerre. Et maintenant, je dois élargir cette faille à la taille d'un portail par lequel passera toute une armée de blindés. 15 vies, 3 équipages de 5 hommes. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ces formules. Si cette brochure est imprimée, si on l'enfonce dans le crâne des cadets dans les écoles, demain, des milliers survivront. 15 se transformeront en 15 000. Ce rendement est supérieur à celui de n'importe quel moteur. Je pose le crayon. Je regarde la pile de feuilles écrites. Dessus, des dessins de morts transformés en processus contrôlés. Dans le coin de la feuille, une tache d'huile. Je n'ai pas remarqué que je l'avais faite avec ma manche sale. Qu'elle y reste. C'est un sceau d'authenticité. Un messager descend dans l'abri. Il apporte une gamelle de sarrasin. Il sent le gel et la fumée. « Camarade lieutenant, le major demande si c'est bientôt fini. »« C'est prêt, » réponds-je. « Prends ça. Dis-leur de le retaper en 3 exemplaires. Un pour l'état-major, un pour l'école, un pour moi. » Le messager prend les papiers. Il ne sait pas ce qu'il tient entre les mains. Pour lui, c'est juste un rapport. Pour moi, c'est un testament pour ceux qui viendront après nous. Je reste seul. Je finis mon thé refroidi. Demain, je retournerai dans le rang. De nouveau le froid, de nouveau le fracas, de nouveau l'odeur de brûlé. Mais maintenant, j'ai un sentiment du devoir accompli d'un autre genre. Je n'ai pas seulement détruit l'ennemi, j'ai transmis l'expérience. La guerre ne se gagne pas seulement par l'héroïsme. L'héroïsme est souvent la conséquence de l'erreur de quelqu'un. La guerre se gagne par la technologie. Et si notre technologie est de la folie montée sur chenille, alors nous ferons de cette folie un standard. Je m'allonge sur la couchette, me couvre de mon manteau. Devant mes yeux flottent encore les vecteurs de force. F
égale m multiplié par a. La loi de Newton. La seule loi qu'un ordre du commandant suprême ne peut annuler. Mais on peut l'utiliser, et nous avons appris à le faire. Demain, ces feuillets deviendront un manuel. Le texte sera tapé à la machine, dupliqué au rotégraphe, les dessins seront refaits à l'encre de Chine, et quelque part près de Koursk ou de Berlin, un jeune lieutenant, après avoir lu ces lignes, n'appuiera pas sur le frein avant de tirer. Il appuiera sur l'accélérateur, et il rentrera chez lui vivant. C'est là ma victoire principale. Non pas les panzers brûlés, mais ceux qui ne brûleront pas dans nos T-34. Je ferme les yeux. Le silence de l'abri devient enfin apaisant. Le manuel de sang est terminé. Je peux dormir. 1975, hangar d'entraînement de l'école supérieure de commandement des blindés. L'écho se promène sous les voûtes en aluminium ondulé. L'odeur ici est différente. En 43, ça sentait le brûlé, le sang et le pétrole brut. Ici, ça sent la peinture fraîche, l'huile synthétique et l'ozone des appareils électriques en marche. Je marche le long des rangs. Je suis le général-major Kovalev. Ma canne frappe le sol en béton, battant le rythme du temps. À ma gauche, les cadets sont figés. Nouvel uniforme, maintien parfait. Dans les yeux, une assurance frisant l'arrogance. À ma droite, les nouvelles machines. Chars T-72, Oural. Ce sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie. 125 mm de rage à canon lisse. Chargeur automatique qui a viré de la tourelle le 4e membre d'équipage, remplaçant les mains humaines par une hydraulique et une électromécanique impeccables. Télémètre laser, calculateur balistique, stabilisateur d'armement sur 2 plans. Je m'arrête près de la machine de tête. Je pose la main sur le blindage froid, recouvert d'écran en tissu caoutchouté. Cette machine est intelligente. Elle sait calculer elle-même les corrections pour le vent, pour la température de la charge, pour l'usure du tube du canon. Elle pardonne les erreurs. Si le pilote donne un coup de levier, le stabilisateur gardera le viseur sur la cible. Si le tireur tremble, l'électronique lissera la coup. Les cadets me regardent. Pour eux, je suis un fossile. Un homme d'une époque où les viseurs étaient optiques et où la transmission se changeait à coups de masse. Ils respectent mes épaulettes, mais ils croient en leurs instruments. Repos, ma voix sonne sourde dans l'immense local. Cadet Ivanov, sortez du rang. Un jeune gars fait un pas en avant, visage ouvert, intelligent, excellent en combat et en politique. Dites-moi, Ivanov, qu'est-ce qui est le plus important dans un char moderne ? Demandai-je. Le système de conduite de tir, camarade général-major. La possibilité de détruire la cible dès le premier coup, à une distance allant jusqu'à 2000 mètres, de jour comme de nuit. Il répond comme dans le manuel. Net, correct. Asseyez-vous, Ivanov. C'est un 5, je souris. Et maintenant, écoutez-moi. Je me tourne vers le rang. 300 perdus, 300 futurs officiers à qui l'on confiera demain une technique complexe valant des millions de roubles. Votre char est un ordinateur sur chenille. Il voit dans le noir. Il tire plus précisément qu'un sniper. Il est plus rapide que nous ne pouvions en rêver. Mais cette machine a un défaut. Elle est prévisible. Je commence à marcher devant le rang. La canne claque sur le béton. Tous ces stabilisateurs et calculateurs sont créés pour faire entrer la guerre dans le cadre des instructions, pour exclure le hasard, pour faire du combat un processus mathématiquement vérifié. Vous appuyez sur un bouton, le laser mesure la distance. Vous alignez le repère, le canon se pointe. C'est merveilleux. Tant que l'ennemi joue selon les mêmes règles, je m'arrête face à Ivanov. Mais l'ennemi lit aussi vos manuels. Il connaît le temps de cycle de votre chargeur automatique. Il connaît les zones mortes de vos instruments d'observation.
Il sait que votre électronique ne vous permettra pas de tirer si les capteurs décident que le dévers est excessif. Et il attendra précisément ce moment-là. Je me souviens de Stalingrad, janvier 43, la glace glissante comme du verre. En 43, nous n'avions pas de laser, continuai-je. Nous n'avions pas de stabilisateur. Notre canon regardait là où regardait la caisse si nous freinions. Selon le règlement, nous étions des cadavres. Les viseurs allemands Zeiss étaient meilleurs que les nôtres. Leurs canons étaient plus précis. Selon tous les calculs, nous aurions dû brûler dès la première minute du combat. Le silence règne dans le hangar. Même le bourdonnement des lampes fluorescentes semble assourdissant. Mais nous avons survécu et nous avons vaincu. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons transformé un défaut en arme. Nous avons forcé la physique à travailler contre le règlement. Je vois l'expression de leur visage changer. Le scepticisme cède la place à l'intérêt. Le char T-72 ne vous permettra pas de partir en dérapage contrôlé. Ses chenilles à charnières métallo-caoutchoutées tiennent la route à mort. Sa transmission à servocommande hydraulique ne vous laissera pas bloquer un bord par un coup sec. La machine vous protège de l'accident. Mais parfois, pour survivre au combat, il faut créer un accident, une catastrophe contrôlée. Je m'approche du tableau avec les schémas tactiques. Je prends une craie. Je dessine un vecteur, celui de 43. Ce n'est pas celui qui a le blindage le plus épais ou le viseur le plus intelligent qui gagne. C'est celui qui pense plus vite que la puce électronique. Celui qui est prêt à violer l'interdit pour obtenir un avantage d'une demi-seconde. Votre calculateur balistique calcule la trajectoire de l'obus. Et vous devez calculer la trajectoire de la pensée de l'ennemi. Je jette la craie dans le réceptacle. Un nuage de poussière blanche se dépose sur ma vareuse. Le calcul technique, ce n'est pas seulement savoir comment fonctionne le mécanisme, c'est savoir où se trouve la limite de sa résistance et être prêt à franchir cette limite. À Stalingrad, nous nous battions sur des machines qui, selon les normes modernes, étaient des tracteurs avec des canons. Mais nous avons forcé ces tracteurs à danser sur la glace. Nous appelions ça le drift. Les Allemands appelaient ça de la folie. Et l'histoire a appelé ça de la tactique. Je regarde à nouveau Ivanov. Ne priez pas l'électronique, fiston. Un jour, le laser grillera. Le stabilisateur se coincera. L'optique se brisera. Et alors, il ne restera que toi et 40 tonnes de ferraille. Et si tu attends un indice d'une petite lampe sur le tableau de bord, tu finiras calciné. Tu dois sentir la machine avec ta moelle épinière. Tu dois être prêt à faire ce qui n'est pas dans le manuel. Je fais un signe de la main, libérant le rang. Rompez, aux machines, apprenez le matériel. Et souvenez-vous, l'instruction, c'est la base. La victoire, c'est la superstructure que vous construisez vous-même, avec votre risque et votre calcul. Les cadets courent vers les écoutilles. Le cliquetis, le bourdonnement des commandes, les ordres commencent. La vie continue. Une nouvelle génération maîtrise de nouveaux leviers. Je sors du hangar dans la rue. Le soleil d'automne brille fort, mais ne chauffe pas. L'allée mène à l'entrée principale. Là, sur un piédestal de granit, il se tient. Le char T-34, modèle 42. Il est fraîchement repeint en vert parade. Les galets sont soulignés d'un liseré blanc. Le canon est levé vers le ciel, comme dans un salut éternel. Il a l'air d'un jouet comparé à ces monstres qui sont dans le hangar. Petits, anguleux, étroits. Je m'approche du piédestal. Je m'appuie sur ma canne. Pour tous les passants, c'est un monument,
un symbole, un morceau d'histoire. Pour moi, c'est un être vivant qui s'est figé juste une seconde. Je regarde les chenilles. Des patins d'acier recouverts de vernis noir. Ils ont l'air statiques, incrustés dans le béton. Mais je me souviens comment ils glissaient. Je me souviens de ce son, le hurlement du métal sur la glace qui glaçait le sang. Dans ma mémoire surgit une image, un carrefour gris, de la fumée, et nous, volant de côté dans un nuage de poussière de neige. Ce n'était pas un miracle. Il n'y a pas de miracle à la guerre. Il y a une équation résolue avec précision, où les variables étaient la vitesse, la masse et la force de frottement. Nous n'avons pas gagné parce que nous sommes Russes et que rien ne nous arrête. Nous avons gagné parce que nous avons été les ingénieurs de notre destin. Nous avons pris une réalité misérable, la glace, le gel, un moteur faible, et nous l'avons recalculée en notre faveur. Je caresse le métal froid du patin. Salut ma ballerine, chuchotai-je du bout des lèvres. Il me semble que le char tressaille imperceptiblement. Peut-être à cause d'un camion qui passait, ou peut-être qui se souvient lui aussi. Dans ce monde où règnent désormais les lasers, les radars et les satellites, une chose reste inchangée. L'homme. L'homme acculé. L'homme à qui les circonstances interdisent de survivre. Et qui, malgré tout, trouve une solution. Non standard, risquée, la seule correcte. C'est cela notre mouvement perpétuel. Pas le diesel V2, pas la turbine à gaz, mais la capacité du soldat russe à transformer une situation désespérée en un problème d'ingénierie et à le résoudre. J'ajuste ma casquette. Le général-major Kovalev, vétéran des troupes blindées, auteur du manuel « Base de la manœuvre non standard », rentre chez lui. J'ai encore un cours demain. Il faut que je raconte à ces gamins l'impulsion de force. Et que l'inertie n'est pas seulement un concept physique. C'est ce qu'il faut surmonter. Dans la machine, au combat et dans sa propre tête. Le soleil se couche derrière les bâtiments de l'école, inondant le blindage du T-34 d'une lumière rouge. Le char sur son piédestal semble brûler à nouveau, mais pas du feu de la défaite, mais du feu de la gloire. Il tient bon. Il ne glisse plus. Il est arrivé.